commencer la partie mécanique, nous allons aborder la notion de mouvement et quantité de mouvement. Pour décrire le mouvement d'un point, il est indispensable de préciser au préalable la position de l'observateur. En effet, s'il se trouve au bord d'une route, par exemple, la valve de la roue de vélo décrira une cycloïde et l'axe de la roue une droite. Maintenant, si l'observateur se trouve sur le vélo lui-même, la valve décrira alors un cercle et l'axe paraîtra immobile. Le mouvement est donc relatif par rapport à l'observateur. Il est ainsi nécessaire de définir un référentiel d'étude avant de décrire tout mouvement. Le référentiel d'étude est le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un système ou d'un point mobile. À ce référentiel d'étude sont associés un repère d'espace qui donne la position du point étudié, un repère de temps qui permet d'associer une date à chaque position. Pour décrire un mouvement, il faut déjà définir la nature de la trajectoire. Elle correspond à l'ensemble des positions successives du point considéré. Pour déterminer la nature de la trajectoire, on peut réaliser par exemple une chronophotographie, c'est-à-dire suivre le système à intervalles de temps égaux. Et on obtient à ce moment-là l'enregistrement suivant. Maintenant, si on étudie un point, le choix de ce point est important. Si on prend un point quelconque, on peut constater que sa trajectoire peut être très vite complexe. Alors que si on choisit le centre d'inertie, assimilé au centre de gravité, eh bien, la trajectoire est plus simple. Ici, par exemple, c'est même une trajectoire rectiligne. On retrouve une telle trajectoire pour tout point d'une voiture roulant en ligne droite. Simplement ici, on se rend compte qu'un point peut parcourir une distance de plus en plus élevée, ou de plus en plus rapprochée, ou encore une même distance à intervalles de temps égaux. Pour décrire un mouvement, il faut donc connaître non seulement la nature de la trajectoire, mais aussi l'évolution de sa vitesse. Il faut donc déterminer et le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Le vecteur vitesse nous permettra de connaître la valeur de la vitesse d'un point à un instant t et aussi la direction et le sens de ce mouvement. Construire un vecteur vitesse. À partir de l'enregistrement d'un système en mouvement, et plus particulièrement de son centre d'inertie, on met déjà en évidence la trajectoire de ce point. Maintenant, si on veut déterminer le vecteur vitesse au point émis, la première étape est déjà de calculer sa vitesse, plus précisément sa vitesse instantanée à l'instant ti. On considère que c'est la vitesse moyenne entre les points émis-1 et émis+1. Il va falloir donc mesurer la distance d qui les sépare. Une fois que cette distance d est mesurée, eh bien pour calculer la vitesse instantanée, on fait simplement le rapport entre la distance mesurée et la durée qui s'est écoulée entre les deux points. Attention à bien prendre en compte l'échelle s'il y en a une pour déterminer une vitesse réelle. Une fois la vitesse instantanée calculée, il faut trouver la direction du vecteur vitesse. C'est tout simplement la tangente à la courbe. Le sens de ce vecteur correspond au sens du mouvement et le vecteur vitesse aura pour origine le point émis. Une fois l'échelle des vitesses établie, on peut alors représenter ce vecteur vitesse. Intéressons-nous maintenant au vecteur accélération à partir d'un exemple de lancer de ballon de basket. Un logiciel d'acquisition vidéo nous permet de tracer la trajectoire du centre d'inertie du ballon. On souhaite représenter le vecteur accélération au point M9. Il va falloir donc d'abord représenter les vecteurs vitesse au point 8 et 10. On procède de la même manière que précédemment, c'est-à-dire mesure de la distance M7-M9
pour calculer la vitesse instantanée, v8, et avec une échelle adaptée, on représente le vecteur vitesse v8. On procède de la même façon pour représenter le vecteur vitesse v10. Maintenant, on considère que la variation du vecteur vitesse au point 9 correspond à la différence entre le vecteur au point 10 et le vecteur au point 8. Il va donc falloir construire le vecteur delta V9. Pour cela, on fait simplement une addition vectorielle. Donc on va reproduire le vecteur V10 au point 9 et on va lui ajouter le vecteur moins V8. Et le vecteur delta V9 peut ensuite apparaître. Ce vecteur va nous permettre de déterminer l'accélération A9. Pourquoi ? Eh bien, par définition, l'accélération, c'est une variation de vitesse par rapport à une durée qui s'écoule entre les deux points considérés. Donc, l'accélération au point 9 correspondra tout simplement à la variation de vitesse au point 9 sur la durée qui s'est écoulée entre les points 8 et 10. Pour déterminer la valeur de l'accélération, il va donc falloir mesurer la norme de delta V9 et diviser par la durée correspondante. Donc, grâce à l'échelle de représentation des vitesses, on va pouvoir mesurer la norme de delta V9 pour ensuite faire le calcul de l'accélération A9 et grâce à une nouvelle échelle des accélérations, on pourra représenter le vecteur accélération A9. Ainsi, la connaissance de la position d'un point à un instant t, de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération nous permettront d'avoir une connaissance parfaite du mouvement du point à l'instant t. Étudions maintenant le cas de choc entre deux mobiles. Donc on s'intéresse à deux mobiles, trois expériences différentes où on va faire varier la masse du mobile M2. La masse devient de plus en plus importante et on constate que la répercussion du choc n'est pas la même si on augmente la masse du mobile M2. En effet, de toute façon, un choc entre deux voitures n'a pas les mêmes conséquences qu'un choc entre une voiture et un camion pour une vitesse donnée de voiture. Pour étudier correctement le mouvement du mobile 1 ou 2, il faut donc faire intervenir non seulement sa vitesse, mais aussi sa masse. Une nouvelle grandeur est donc nécessaire, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement P et qui est définie par P égale mv.